Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle interview des revues citoyennes. Nous sommes le 18 mars 2023 et je suis en compagnie donc d'Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour David. Et nous accueillons donc aujourd'hui Valérie Bugot. Bonjour. Bonjour à tous les deux, Elisabeth et David. Merci de m'accueillir sur Revue Citoyenne, je suis enchantée d'être parmi vous. Enchanté de vous accueillir également. Alors, nous allons vous présenter donc aujourd'hui un projet que vous avez construit qui est la réforme des institutions françaises. Alors, nous allons vous présenter déjà en quelques mots. Vous êtes docteur en droit de l'université Panthéon-Sorbonne. Vous avez travaillé comme avocate fiscaliste dans le domaine des prix de transfert, ainsi qu'en droit fiscal interne, avant de cesser votre carrière d'avocate pour vous consacrer à l'analyse des problématiques géopolitiques économiques. Alors vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont Le secret caché du désordre mondial, une œuvre en 2 tomes, ainsi que La nouvelle entreprise, géopolitique de l'entreprise. Il me semble que vous avez écrit d'autres livres également. Oui, j'ai écrit d'autres livres. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle du nouvel esprit des lois et de la monnaie, qui se compose de 2 parties. Une première partie sur un décryptage des institutions européennes, que tout le monde commence à connaître un peu aujourd'hui, mais à l'époque où je l'ai écrit, c'était un peu moins vrai. Et la deuxième partie qui consiste en une théorie juridique de la monnaie, que j'ai faite avec un banquier international, aujourd'hui décédé malheureusement. D'accord. Donc ça a été mon premier livre. Ensuite, La nouvelle entreprise, qui est un peu une façon édulcorée de relayer pour le public mes travaux de thèse. Ensuite, Les raisons cachées du nouvel ordre mondial, et puis un petit livre qui s'appelle Demain dès l'aube, le renouveau. Voilà, vous savez tout. Ok. Et vous avez donc mis en œuvre une thèse sur une réforme sur les institutions françaises, qui va donc être le principal sujet de notre interview, et qui est donc consultable sur le site internet que vous avez créé, www.revoludroit.fr. Le lien défile également en bas de votre écran. Sur la page d'accueil de votre site, on peut lire que votre projet s'articule autour de 2 objectifs. Le premier consiste à décrire et expliquer votre projet de réforme des institutions françaises dans son ensemble. Et le deuxième objectif consiste à orienter les citoyens vers un groupement d'intérêt ou le collectif citoyen le plus proche de chez eux. En préambule, pourriez-vous nous expliquer la différence entre groupement d'intérêt et collectif citoyen ? Alors oui, je peux faire ça en préambule. Je ne sais pas si c'est dans le bon ordre, parce que en fait c'est un système, c'est un changement de paradigme, la réforme des institutions que je propose. Et donc effectivement, ce changement de paradigme s'organise essentiellement autour de ce que j'ai appelé le groupement d'intérêt, qui est en fait une version modernisée des corporations d'Ancien Régime, mais qui ne sont pas les corporations, je le précise, du régime de Vichy, parce qu'elles sont exactement à l'opposé de ce que nous appelons corporations professionnelles aujourd'hui. Ce sont des organes, des institutions qui fonctionnent de façon autonome, uniquement avec les membres, autour des besoins et pour la satisfaction de leurs membres et de leurs clients, enfin clients au sens pas forcément commercial du terme, mais au sens des gens qui se réfèrent à leur activité. Et puis, effectivement, donc le deuxième élément de démocratie, c'est le collectif citoyen, qui est en fait un regroupement de citoyens, de gens autour des communes pour seconder, pour abonder et surtout contrôler, mais c'est plus dans un échange d'informations et dans un contexte de discussion avec le maire pour essayer d'élaborer en fait toutes les problématiques qui sont relatives à la commune et qui concernent tout le monde et qu'il faut résoudre, enfin déjà mettre en évidence et ensuite tenter de résoudre. Donc c'est un peu un immense conseil municipal, si vous voulez, mais qui intègre beaucoup plus les gens ordinaires que ce qu'on est aujourd'hui sous le terme conseil municipal. Donc quelque part, le groupement d'intérêt, le groupement d'intérêt, c'est par activité, oui, pardon, excusez-moi, alors que le collectif citoyen, c'est vraiment la vie locale, en fait. C'est faire vivre et élaborer la vie locale. Alors que le groupement d'intérêt, c'est vraiment par type d'activité et c'est l'autodétermination des gens qui pratiquent cette activité
Et quand je dis autodétermination, ça va de l'adhésion des membres à la formation, en passant par la vie durant toute l'activité, la prise en charge de la retraite et des éventuels problèmes qui peuvent se poser dans une vie, accident, maladie, etc. Voilà, en fait, c'est toute la version sociale, mais non pas au sens qu'on entend aujourd'hui politique du terme, mais sociale au sens sociétal. Toutes les problématiques qui peuvent se produire dans la vie des gens sont régulées par le groupement d'intérêt d'appartenance. D'accord. Alors, en 1995, vous avez engagé une thèse que vous avez commencé à publier en 2016, soit un travail de plus de 20 ans, visant une réforme des institutions françaises. Quel constat du système actuel vous fait penser qu'une réforme est nécessaire ? Alors, je dois déjà préciser qu'en 1995, en effet, j'ai entrepris une thèse, mais c'est une thèse sur l'entreprise. Donc, ma thèse, je l'ai soutenue en 2005, donc elle a duré 10 ans. Et à l'occasion de cette thèse, comme j'avais une approche fiscale de l'entreprise, il est évident que j'ai dû m'intéresser aux problématiques institutionnelles. C'est-à-dire que ma thèse est très vaste et elle touche à peu près tous les domaines du droit. Public, privé, puisque le droit fiscal c'est à la jonction du public et du privé, et également institutionnel, parce que les questions constitutionnelles étaient évidemment aussi impliquées dans le travail que j'ai fait, qui consiste à repenser, en tout cas à approfondir les questions de l'entreprise et à la repenser en fonction des constats que j'avais faits. Donc ça a été le point de départ. Mais effectivement, sur ce travail donc, de l'entreprise, j'ai compris tout un tas de problèmes de fond, et en particulier tous les rapports de force, parce que les rapports de force que nous connaissons dans notre société au sens politique du terme sont en réalité exactement les mêmes, mais en amplifié, que ceux que nous connaissons dans le cadre de l'entreprise. Donc le travail de thèse sur l'entreprise m'a, de façon assez naturelle, assez spontanée, amené à avoir une réflexion d'ensemble sur les institutions et à donc être capable de proposer une réforme des institutions tenant compte des réalités du pouvoir et tenant compte des réalités, non pas du pouvoir, enfin celui qu'on a actuellement, mais celui qu'il serait souhaitable de développer dans un cadre, si nous souhaitions, une fois de plus, mettre en œuvre un cadre plus démocratique, plus, disons, qui intègre mieux les citoyens, les gens ordinaires, dans la détermination de leur vie, de leur avenir, de leurs choix, des choix qu'ils sont amenés à faire tout au long d'une vie. Donc, d'où la difficulté entre mon travail de thèse et les institutions. Il y a un lien, mais ce lien est un petit peu indirect. Voilà. Alors, lorsque l'on découvre la réforme que vous proposez sur Révolu Droit, tout laisse à penser qu'il s'agit d'une réforme constitutionnelle qui visera à définir un autre modèle que la Ve République. Prenez-vous la fin de la Constitution en place ? Alors, oui et non. Non, je ne reprends pas le terme de constitution, parce que la constitution est née avec nos régimes actuels et porte en soi tous les problèmes que nous voulons résoudre. Donc, si on veut résoudre le problème les problèmes que nous connaissons, il faut aussi être capable de se passer de constitution. Les problématiques essentielles, à mon avis, que nous avons dans notre régime politique, indépendamment de son nom, première, deuxième, troisième, cinquième République, ou même autre chose, puisqu'on a aussi connu le Second Empire, on a connu d'autres régimes au XIXe siècle, mais qui tournaient toutes autour de la même organisation politique, c'est-à-dire le parlementarisme dit représentatif, organisé autour de la toute-puissance, si je puis dire, des partis politiques, et l'existence d'une banque centrale. Donc quand vous avez cet ensemble d'institutions qui fonctionnent en partenariat, vous pouvez déjà en conclure que la séparation des pouvoirs n'existe pas. Et de fait, de facto, dans notre régime, il n'y a pas de séparation des pouvoirs parce que, en réalité, le parti politique qui gagne les élections législatives envoie les gagnants au pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de séparation, à ce moment-là, vous le comprenez bien, entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Or, là, ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire, qui est en réalité une autorité juridictionnelle,
c'est pareil, il n'y a pas d'indépendance par rapport au pouvoir exécutif, puisque les deux, que ce soit la magistrature assise ou la magistrature debout, sont représentés par un ministre qui fait partie du pouvoir exécutif. Donc nous vivons sous une illusion de séparation des pouvoirs, mais qui n'a jamais existé, et c'est structurel. C'est pas aujourd'hui on constate qu'il y a des problèmes de séparation des pouvoirs. Non, structurellement, la séparation des pouvoirs n'existe pas parce que ce sont les partis politiques vainqueurs aux élections qui ont l'intégralité des trois pouvoirs dans leurs mains. Donc la Constitution actuellement, elle sert à quoi? À organiser la fausse séparation des pouvoirs qui n'existe pas, c'est-à-dire à gérer les relations des trois grands pouvoirs les uns avec les autres, plus à organiser la façon dont les institutions, les différents corps de l'État fonctionnent. Si on veut revenir là-dessus, il est évident qu'on n'a pas besoin de constitution, puisque c'est justement c'est la source du problème, si je puis dire. Il est évident qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un problème de règles, nous avons un problème de valeurs. Ce qu'il faut réhabiliter, c'est des valeurs, et non pas des règles qui sortent de nulle part avec des grands principes que le pouvoir en place est libre ou pas de mettre en œuvre. Donc les pétitions de principe du genre les libertés pour tout le monde, etc., c'est très simple. Maintenant, si vous donnez tous les pouvoirs à un seul organisme, il est évident qu'ils ne seront jamais mis en œuvre. La liberté et le fait de pouvoir avoir des libertés, enfin la liberté en général et le fait de pouvoir disposer de libertés individuelles et collectives vient du fait qu'il existe des contre-pouvoirs. Or justement, nos régimes sont là pour limiter et voire supprimer tous les contre-pouvoirs. Nous avons un temps vécu sur l'illusion du contre-pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des contre-pouvoirs non pas dans nos propres institutions, mais qui étaient reflétés dans nos institutions, mais qui venaient de l'étranger. Vous savez, quand nous avions la guerre froide, le bloc de l'Ouest contre le bloc de l'Est, c'était des contre-pouvoirs effectifs, mais qui n'étaient pas liés à l'organisation du pouvoir chez nous, mais qui se reflétaient chez nous. Et donc, ça a permis de donner l'illusion que nos institutions mettaient en œuvre des contre-pouvoirs. Mais cette illusion est tombée le jour où les deux blocs, enfin un des deux blocs s'est effondré, et donc le jour où un des deux a pris l'emprise internationale géopolitique sur l'autre. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le fait que les gens ont encore l'idée que la République c'est une forme merveilleuse parce que on a une liberté, etc. Alors que la liberté que nous avions effectivement pu éventuellement à certains moments développer était plutôt liée au fait qu'il y avait un contre-pouvoir mais qui venait pas de chez nous, qui venait de l'extérieur et de l'étranger, plutôt que de la pertinence de nos propres institutions. Voilà d'où est parti mon travail. Donc il est évident que la Constitution n'a pas de droit de cité dans ma réforme des institutions. En revanche, j'élabore une charte des valeurs intangibles de la France qui peut encore évoluer parce que j'ai élaboré des grands principes qui me semblent essentiels du point de vue de la validité des institutions et surtout de leur viabilité. En commençant par le début, c'est-à-dire le respect de l'être humain, de la personne, de son intégrité, de sa dignité, de ses libertés, etc. Donc j'élabore donc une grande charte des valeurs qui sert, les Anglais parlent de guidelines, mais en fait qui sert de ligne directrice sur lequel se greffe tout un tas de rénovations institutionnelles, en particulier, on en a parlé tout à l'heure, l'organisation de la société sur le mode des corporations d'ancien régime que j'ai appelé groupement d'intérêt, avec les conseils citoyens, enfin les collectifs citoyens autour de la vie locale, et puis ne l'oublions pas quand même, un élément essentiel, c'est la réforme du droit, c'est-à-dire retrouver un droit commun qui est civil ou n'est pas, parce que le droit il s'applique à tout le monde, donc c'est ce qu'on appelle la vie civile. Il faut faire une distinction entre la réglementation professionnelle, qui sera régie par chacun des groupements d'intérêt, et le droit, qui est là pour établir une certaine justice et permettre en fait la réalité de la vie en commun. Parce que vous savez, les gens ont tous des intérêts divergents. Si vous n'organisez pas la façon de régler les différends, la façon de réguler les velléités de prise de pouvoir des uns sur les autres, vous n'avez pas de vie en commun possible, donc il n'y a même pas de société possible. Donc le principe essentiel,
tourne autour de la rénovation du droit et en particulier, j'insiste beaucoup là-dessus, le réinvestissement, le réinvestissement du droit naturel, qui est notre système traditionnel en Europe, puisque ça s'est appelé longtemps droit continental, dans lequel le droit naturel était prééminent. C'est-à-dire que c'est autour des principes du droit naturel que s'était développé le droit continental et aujourd'hui que nous connaissons aujourd'hui dans son dernier avatar qui est le droit civil, qui est en phase d'être totalement liquidé, car fusionné avec les principes de droit commercial. Alors pourriez-vous juste peut-être pour les auditeurs préciser le droit naturel, de quoi il s'agit, le droit continental? Le droit naturel, en fait, c'est le respect. Enfin, quand je vais résumer, parce que le droit naturel a été développé pendant tout le Moyen Âge, donc du haut Moyen Âge au bas Moyen Âge, c'est-à-dire à peu près 1000-1500 ans d'histoire, par les grands penseurs de l'Église dans un premier temps, repris ensuite par les juristes qui travaillaient pour le pouvoir temporel et qui ont élaboré des codes à l'époque qui ont été des codes régionaux. Vous savez qu'au moment du Code civil en 1804, on a fusionné tous les codes régionaux pour instaurer dans toute la France un seul régime de droit, si je puis dire, qui s'est appelé droit civil, qui était le droit commun. Et je précise tout de suite que en fait, ce code, ce régime en fait, a repris toute l'histoire, tous les principes qui venaient de notre histoire ont été portés par ce code. Alors, même si il était en 1804 le reflet d'un certain ordre, disons, de certains principes généralement acquis dans la société qui peuvent avoir été un peu modifiés, il n'en reste pas moins que ce code civil était en réalité, il faut le comprendre comme ayant été ce que Rousseau a appelé le contrat social. Il n'y a jamais eu d'autre contrat social en France que le Code civil. Et pourquoi est-ce que pendant longtemps la cohésion de la société française a pu fonctionner? C'est justement parce qu'il y avait ces règles d'élaboration de la vie quotidienne de tout un chacun qui étaient établies, qui formaient une certaine sécurité juridique parce qu'on avait une visibilité, on avait la capacité à se projeter dans l'avenir avec un certain nombre de règles qui étaient établies, qui ne changeaient pas. Donc on appelle ça la sécurité juridique, qui est essentielle à la vie en commun, à la capacité à vivre ensemble, et c'est ça qui a fait le contrat social. Le contrat social chez Rousseau est vide de sens, c'est tout à fait une fumisterie. En revanche, ce qui a servi de contrat social, c'est les règles du Code civil depuis 1804. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce droit commun est battu en brèche parce que nous avons assisté sous les coups de boutoir du système anglo-saxon impérialiste, commercialiste et maritime, des coups de boutoir qui veulent installer la prééminence des règles commerciales à la place de notre contrat social. Donc nous changerions de contrat social, on passerait du contrat social civil au contrat social commercial, dans lequel évidemment ceux qui tiennent les capitaux contrôlent les individus. Et c'est justement contre ça qu'il faut lutter. Donc cette réforme, il faut bien le comprendre, ce n'est pas seulement une réforme fonctionnelle, c'est aussi une réforme du sens et en fait des valeurs portées par une société et qui doit effectivement, il faut que chacun y adhère, mais je ne pense pas que beaucoup de gens seraient pour continuer dans l'esclavagisme actuel. Et je pense que le retour à la défense de la liberté individuelle, de l'intégrité de la personne et de sa dignité, je ne pense pas que beaucoup de Français s'opposeraient d'une façon générale à ça, quelle que soit par ailleurs leur appartenance à un groupe ou à un autre. Alors toujours sur des questions de droit, hein, donc vous dites, vous voulez donc mettre en place un droit commun et faire disparaître les droits commerciaux et administratifs notamment. Quelle serait la place de l'organisation de l'entreprise dans ce nouveau modèle? L'entreprise, je l'intègre dans le droit commun, c'est-à-dire d'une façon générale, c'est l'équivalent de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le terme droit civil, mais il y aurait une régulation économique intégrée dans le Code civil qui serait une forme unique d'organisation professionnelle, la nouvelle entreprise, c'est-à-dire la forme rénovée de la participation, et encore, là, il faut encore rappeler que la participation a une histoire, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain comme ça, elle date du 19e siècle, et elle est partie en fait de la doctrine sociale de l'Église pour être
réintégrer, enfin pour être intégré et repensé dans un cadre laïque au XXe siècle, dans le cadre du CNR justement, et qui malheureusement n'a pas pu être mise en œuvre, ce qui explique d'ailleurs, ce qui explique précisément pourquoi aujourd'hui nous en sommes là, pourquoi nous avons perdu notre autonomie monétaire, parce que justement le rapport de force économique n'avait pas été basculé au moment du CNR. Donc la nouvelle entreprise, c'est un principe fondamental de ces réformes parce que justement, ça rééquilibre le rapport de force au sein même de l'activité professionnelle en rendant en fait le statut, l'égalité statutaire entre ceux qui apportent des capitaux et ceux qui apportent leur travail, leur force de travail. Et ça, c'est un élément tout à fait fondamental à comprendre. Et il est aussi fondamental de comprendre que dans le cadre des institutions que j'ai décrites tout à l'heure, que nous connaissons aujourd'hui, il était évident que ce genre de principe ne pouvait pas émerger. C'est à la fois la cause enfin, la raison pour laquelle elles n'ont pas émergé, c'est la raison institutionnelle, mais en même temps, l'objectif pour eux, c'est de ne jamais voilà, mettre en œuvre cette égalité parce que ça rééquilibre profondément au sein des sociétés, au sens politique du terme, les rapports de force. Voilà. D'accord. Actuellement, la problématique des Français se situe au niveau du pouvoir d'achat, du chômage, du poids de la fiscalité, de l'accès à la propriété. Pensez-vous que ces problématiques peuvent être résolues par une réforme des institutions ? Le cas échéant, que proposez-vous dans votre réforme sur ces sujets ? Mais bien sûr que tous ces problèmes sont liés au dysfonctionnement des institutions actuelles et du rapport de force qui s'est instauré entre ceux qui tiennent les capitaux, en dernier lieu desquels nous trouvons évidemment les banquiers, enfin les intérêts financiers supérieurs, et les populations qui vivent de leur travail en fait. Donc tout est lié à ça. La fiscalité n'est pas un sujet autonome, la fiscalité est liée non seulement à l'organisation sociale, comme on l'a élaboré tout à l'heure, mais également au dysfonctionnement monétaire. Au dysfonctionnement monétaire lié à la captation à la fois de la création et de la circulation monétaire par des intérêts privés. Alors que la monnaie est née historiquement pour rendre service à la communauté et elle a permis aux civilisations de se développer. En tout cas, elle a permis aux groupes de se développer en échangeant plus facilement des biens et des services. Donc, si vous voulez, la monnaie a été subvertie. Le rapport social consécutivement à la subversion de la monnaie a été subverti aussi au profit des grands détenteurs de capitaux via les partis politiques. Donc effectivement, tout ça est lié, il faut le comprendre, et c'est justement une des raisons qui justifie aussi cette réforme des institutions et leur mise en œuvre, c'est de revenir sur tous les dysfonctionnements que nous connaissons aujourd'hui. Alors justement, vous prenez le retour au franc. En quoi cela pourrait avoir un impact positif sur l'économie du pays ? Alors, je prône le retour à une monnaie nationale. On peut l'appeler le franc par facilité, je l'ai appelé le franc, mais la monnaie que je préconise est une monnaie composite qui fonctionne en rapport étroit avec l'organisation de la société et les besoins du terrain. Et c'est là où j'ai élaboré un nouvel espace monétaire, si je puis dire, avec le franc, puisqu'on l'a appelé le franc, qui soit scindé en différentes catégories. Donc, les grands groupements d'intérêts de nature commerciale qui fonctionneront sur une partie de franc qui s'appelle le com, la com, enfin le com, en fait, le commerce en fait. Une partie qui s'appelle le civique, qui correspond au deuxième grand groupement d'intérêts qui n'a pas une nature commerciale par essence. Et le troisième groupement d'intérêts qui a une nature morale et spirituelle qui fonctionnera avec un SPI. Et il faut bien comprendre que toutes les fonctions administratives seront rémunérées en gouv et que la somme de ces trois catégories, de ces trois sous-distinctions monétaires formera le franc. Voilà, donc le franc, ça va être 25% de ça, 25% de ça, 30% de ça, en fonction des nombres de participants à chacun des groupements d'intérêt. Il y aura un pourcentage, le franc sera constitué de tant de pourcentage de chacune des catégories. Donc pourquoi est-ce que ça va résoudre le problème aujourd'hui ? Tout simplement parce que la monnaie ne sera plus déconnectée de l'économie réelle et des besoins du terrain. Tout simplement parce que ça permet de réinvestir
la monnaie en tant que service rendu à la collectivité et en tant que développement du bien-être, des richesses éventuellement, qui ne sont pas forcément toujours de nature exclusivement matérielle, mais qui peuvent être aussi de nature collective et immatérielle, comme le développement finalement du bien-être individuel et collectif, et des capacités de développement pour supprimer enfin, des choses qui peuvent apparaître comme des tâches ingrates, répétitives, etc., mais toujours au profit, non pas d'une catégorie sociale déterminée comme étant celle qui correspond aux principaux détenteurs de capitaux, mais au service de tous les gens qui vivent sur un territoire déterminé. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une monnaie composite ? Alors l'intérêt d'une monnaie composite, ça permet de lisser en fait les problématiques monétaires. Si par exemple, dans une des grandes catégories de groupements d'intérêt, comme le commerce, vous avez un développement industriel qui nécessite d'être financé, donc il va falloir créer de la monnaie sur cette catégorie, donc en l'occurrence ça serait le COM, de créer des nouveaux COM pour pouvoir financer ces nouveaux développements industriels par exemple. Une fois que ces développements sont mis en œuvre, quelques années plus tard, le marché se réadapte et tout d'un coup vous vous rendez compte que dans ce domaine-là, vous avez trop de monnaie en circulation. Eh bien, il sera facile de ne réduire que la partie du franc concernant les COM en levant un impôt de façon à réduire la masse monétaire excessive en circulation concernant le COM sans impacter les autres catégories sociales, les autres catégories de la société qui ne sont pas directement en contact avec le développement en question et l'excès monétaire qui en est résulté. Donc ça permet de lisser les problématiques monétaires, de mieux les contrôler. Néanmoins, il est évident que ça demande une gestion assez lourde, ça c'est certain, mais la monnaie c'est toujours quand même une certaine lourdeur de gestion et ça on ne pourra pas l'évacuer. Néanmoins, les problématiques restent plus, à mon avis, liées avec les besoins du terrain si on procède comme ça. Alors, d'un point de vue purement sociétal, donc dans les aspects de la vie sociale des individus, quel impact pourrait avoir cette réforme sur une famille ou un citoyen en règle générale ? L'impact, il est fondamental, il est énorme en fait. Et c'est cet impact que les gens ont du mal à comprendre dans la réforme que je propose, c'est que c'est un changement de paradigme. C'est que chaque personne sera beaucoup plus en rapport direct avec la détermination de ce qu'il attend de sa vie. Il sera beaucoup plus en mesure d'agir sur son environnement, sur les règles qui lui sont imposées et qu'il peut être à même de respecter ou pas, mais en ces cas-là, en étant responsable, c'est-à-dire en assumant les conséquences de son non-respect, il sera beaucoup plus à même de définir ses choix de vie, à la fois en termes individuels et familial et collectif. Donc c'est fondamental en fait, c'est vraiment un changement de paradigme parce que nous réhabilitons, et ça c'est par le moyen notamment de la réinvention, de la réutilisation d'un droit commun. En fait, chaque individu retrouvera le droit lié à la responsabilité, c'est-à-dire qu'un pouvoir sur lui et sur les autres lié à une responsabilité sur lui et sur les autres, lié à une responsabilité d'égal niveau que la capacité d'action qu'il a. Donc en fait, cette réforme est tout à fait fondamentale, c'est véritablement un changement de paradigme. Et quant à la famille, eh bien, d'après les règles qui ont été élaborées jusqu'à présent, parce que évidemment, la réforme n'est pas aboutie, dans le sens où il y a encore beaucoup de choses à développer, mais ça ne relève pas de moi, c'est chacun dans sa vie professionnelle aura ses réglementations à déterminer, etc., ses choix à faire. Je dirais qu'à partir du moment où les jeunes quittent l'école publique, enfin l'école, en tout cas l'enseignement, l'instruction publique indispensable jusqu'à 16 ans, ensuite ils prennent le choix de se former dans tel ou tel groupement d'intérêt, ils interagissent avec les règles du groupement d'intérêt et ils sont pris en compte, c'est-à-dire que leur volonté existe sans être noyés dans un système qui est trop lourd et trop abstrait et trop distant par rapport à l'individu. Voilà. Alors aujourd'hui, dans un contexte de mondialisation,
et les économies nationales entraînent une interdépendance croissante des pays. Pour que cette réforme systémique soit plus efficace, nécessite-t-elle qu'elle soit appliquée à minima à l'échelle européenne? Alors ça, c'est le serpent de mer, c'est la poule, l'histoire de la poule et de l'œuf. Mais moi, je préconise la chose suivante, c'est que déjà, on se mette d'accord chez nous et qu'on applique ça chez nous pour avant de pouvoir prétendre l'appliquer chez les autres. Et les autres choisiront pas de l'appliquer, c'est toujours une problématique qui nous dépasse en fait. En réalité, il faut bien commencer quelque part. Donc moi, je préconise, parce que je suis française et que j'ai élaboré ça dans le cadre de toute l'histoire juridique de la France finalement, que ce soit d'abord appliqué chez nous. Maintenant, ce que je dois préciser quand même, c'est que cette réforme des institutions n'est pas rigide, c'est-à-dire que c'est une méthode, en fait, c'est une méthodologie. C'est l'invention des CAPLA ou des Lego, si vous voulez. Et en fonction des différents pays du monde et des différents particularismes locaux, cette réforme peut être appliquée en donnant, en ayant un retour, c'est-à-dire en se formalisant au final différemment d'un État à un autre. Parce qu'une fois de plus, Révolu droit est une méthode. Ce n'est pas une réforme nominative. Enfin, elle est une méthodologie permettant de se réapproprier la question du pouvoir sur soi-même et sur le collectif. Et elle n'est pas une forme définitive, puisque en fonction des États, des pays, des situations locales, historiques, culturelles, spirituelles, la même méthode pourra prendre une forme différente. Donc elle n'est pas exclusive par rapport à un contexte culturel particulier. Il est évident que chez nous, elle a la forme de la reprise de toute notre histoire juridique et en particulier du réinvestissement, de la réélaboration des règles de droit naturel qui se sont développées pendant les 1500 ans qui ont précédé l'époque actuelle. Donc, mais ceci étant, cette méthode reste applicable n'importe où dans le monde avec finalement une forme différente et peut-être même, on parlait tout à l'heure de la monnaie composite, mais elle peut prendre des noms différents en fonction des richesses et des forces et des faiblesses de chacun des territoires au niveau international. D'accord. D'ailleurs, on peut constater que rien n'a été laissé au hasard dans cette méthodologie. Quand on va sur votre site, on voit que vous abordez énormément de questions sur le chef de l'État, les élections, le gouvernement, la monnaie, les forces de l'ordre, la langue française aussi. Bien sûr. Donc vous avez une vue vraiment d'ensemble. Oui, j'ai une vue systémique, voilà. Sans être entrée dans tous les détails de chacun des postes de l'État. Il est évident que je suis rentrée par contre, en revanche très clairement, dans le détail du fonctionnement des postes les uns avec les autres. Donc c'est l'ensemble, c'est le côté systémique qui a été bien pensé. Maintenant, tous les développements restent finalement à inventer. Et ça, c'est pas moi qui en suis maître, en fait. C'est pas moi qui maîtrise ça, c'est les Français. S'ils veulent le faire, ils le font. S'ils veulent pas, ils le font pas. Les étrangers, pareil. Souhaitez-vous ajouter un point que nous n'aurions pas évoqué lors de cette interview? Oui, je voulais ajouter que justement on parlait de méthodologie, donc cette réforme est une méthodologie. Je dirais qu'il y a quand même quelques règles qui s'imposent, qui sont impératives et qui seront imposées, si vous voulez, par le haut, ou en tout cas par moi en l'occurrence, mais en tant que je suis le porte-parole de l'histoire et de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Il y a 2 règles qui seront définitivement impératives, si je puis dire. C'est le mandat, justement. Tout mandat sera sous la forme d'un mandat impératif. Et le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que toutes les décisions qui peuvent être prises au niveau le plus bas doivent rester au niveau le plus bas. Et ne pas avoir à faire des allers-retours référés avec un niveau supérieur qui ne fait que de la paperasserie et de perte de temps et d'énergie.
Donc le mandat impératif et le principe de subsidiarité sont des éléments clés de ce nouveau régime, c'est-à-dire de ce nouveau régime politique au sens réforme des institutions, de l'État, permettant de recréer une nation sur le modèle d'un contrat social que j'ai expliqué être fondé sur le droit commun, et élaboré ensuite sous la forme d'un État. Voilà. C'est-à-dire une entité juridique de droit public hors du champ commercial. Je le précise parce que la mode aujourd'hui, est au tout commerce. Nous vous conseillons vivement de consulter le site www.revoludroit.fr. Les travaux de Valérie Bugeaud y sont extrêmement bien détaillés, où quasiment tous les aspects de la vie publique ont été repensés, que ce soit de l'organisation des hautes instances de l'État aux méthodes d'apprentissage de la langue française. Si vous désirez mener une action citoyenne au sein de votre commune, vous avez la possibilité de rejoindre un collectif citoyen, ou si vous souhaitez porter votre action sur une redéfinition du métier que vous pratiquez, vous avez la possibilité de rejoindre un groupement d'intérêt. Et vous avez également la possibilité de référencer vous-même un nouveau collectif citoyen ou groupement d'intérêt. Et toutes les infos sont disponibles sur le site www.revoludroit.fr, où vous avez un onglet CC et GI, que vous voyez d'ailleurs défiler en bas de votre écran. Merci beaucoup Valérie Bugeaud de votre présence sur cette interview pour Revue Citoyenne, et espérons que nous vous accueillerons de nouveau sur notre chaîne. Avec plaisir. Merci beaucoup Elisabeth et David. Merci beaucoup. Merci à Revue Citoyenne de m'avoir accueilli. Merci. Merci.